Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 sur le bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition, comme à chaque audience. Je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Ofravara, bonjour. Bonjour, Président Kaboré, bonjour, juge Bougouma, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité, nous recevons à la barre le docteur Daouda Zouré. Il est économiste, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, ancien consultant économique à la BAD, enseignant en Europe et en Afrique et auteur de plusieurs livres sur les finances publiques, notamment la modernisation du cadre budgétaire des pays de l'UEMOA, et il est également conseiller économique dans plusieurs pays africains. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour. Alors, c'est parti pour l'étape des avant-propos. Doyen des juges Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci, Président. C'est une image qui vaut 1000 mots. On voit un gendarme dans une salle de classe avec des enfants en face. On nous dit que c'est dans la boucle du Moun. Il s'avère que des classes se trouvent sans enseignants, et on sait qu'il y a aussi ces enseignants communautaires là qu'on a, mais ça ne parvient pas forcément à donner la réponse à tout le besoin qu'il y a. Mais en attendant, pour ne pas laisser les enfants comme ça, il y a les gendarmes du Bercy qui sont dont certains ont la compétence pour enseigner, qui ont été déployés pour prêter main forte en attendant que je pense 2 enseignants puissent venir regagner donc ces classes là. Moi je pense que c'est plein de symboles. Parce que, vous savez, quand les terroristes arrivent dans les zones, la plupart du temps, leur volonté première, c'est faire disparaître tout ce qui pourrait être le symbole de l'État. Et puis, il y a une guerre aussi, quelquefois idéologique derrière, où l'école représente encore beaucoup pour eux. Et donc, c'est fermer les classes, demander aux enseignants de partir, et c'est comme ça qu'on sème cette zizanie-là. Et donc, quand dans ces zones à fort défi sécuritaire-là, il y a un message à donner, c'est que les écoles ne ferment pas. Parce que vous savez, quand on veut vous faire mal, on commence déjà à faire mal à vos enfants. C'est votre suite, c'est votre futur, c'est ce qui sera lorsque vous ne serez plus. Et ça, ils le savent. Et quand on a la volonté de garder les écoles ouvertes, quand on a la volonté que cette tendance-là, qui est fâcheuse là, ne continue pas, je pense qu'on met les moyens. Et aller, pas seulement faire la guerre, mais avoir des gendarmes dans une salle de classe en train d'enseigner les enfants, où on ne peut pas comprendre le nombre de barrières que ça brise. Et pour moi, c'est vraiment plein de symboles. C'est leur dire bravo. On sait déjà qu'ils sont très engagés. Je parle des forces de défense et de sécurité de façon générale, et c'est encore une pensée à leur endroit. On sait qu'ils se battent jour et nuit. Courage à eux, et vraiment félicitations pour tous ces enseignements qu'ils nous apportent. Alors, juge Bernard Bougouma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci, Président. 2 avant-propos. Le premier avant-propos, c'est un SOS exprimé par un citoyen qui dit que le feu tricolore qui est situé sur l'avenue Norbert Zongo, c'est-à-dire c'est la route de Sapoué, après à partir de l'espace aéré de la BCO, excusez-moi de la publicité, en allant vers l'hôpital de Tenganogo. Donc vous continuez sur Saponé, Sapui. Donc le feu tricolore, ça fait plus d'1 mois que le feu ne donne plus. Conséquence, il y a beaucoup d'accrochages, surtout aux heures de pointe. Il y a beaucoup d'accidents et parfois très graves. Donc l'interpellation, c'est acquis de droit. Je pense normalement à la délégation spéciale, parce que comme c'est eux qui assurent maintenant les fonctions de la délégation spéciale, de pouvoir régler ce problème. C'est vrai qu'il y a des infrastructures routières à Ouagadougou où les techniciens vous disent que ça relève du ministère des infrastructures parce que c'est le ministère qui l'a installé, tout. Mais bref, pour le citoyen, il a besoin de feux tricolores pour circuler. Et il faut vite réparer ce feu-là parce que ça crée beaucoup plus de dégâts. Parce que c'est une voie qui est très, 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 très empruntée. Parce qu'il y a beaucoup qui quittent cette zone-là pour venir travailler à Ouagadougou le matin, en ville, je veux dire. Parce qu'il y en a qui quittent Nagrin et le soir, c'est encore le même mouvement
pour rentrer. Parce qu'il y a même des cités de l'autre côté. Donc, ce qui fait que c'est une route qui est très empruntée, que par les usagers qui viennent travailler au centre-ville et repartir, ainsi que par aussi les camionneurs, les gros porteurs qui prennent également cette route-là. Donc, franchement, il est urgent, c'est même plus que urgent de réparer ce feu-là pour limiter vraiment les dégâts, parce qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette route-là. Le deuxième avant-propos, très rapidement, hier on a célébré à l'occasion de la semaine de la citoyenneté les couleurs nationales, le drapeau burkinabé. Est-ce que ces couleurs-là nous parlent avec le même langage? Est-ce que ces couleurs-là nous font frémir encore? Je ne sais pas. Mais il est très nécessaire, au-delà de cette célébration, de pouvoir encore réinculquer dans le mental du Burkinabé et inculquer dans le mental surtout du petit Burkinabé les valeurs de ce que représente ce drapeau. Il y a des pays où pour le drapeau, vous ne vous amusez même pas. Ce n'est pas des pays dits révolutionnaires où on a des présidents militaires qui règnent par le fer, par l'épée. C'est même pas ça. C'est des pays démocratiques où les élections sont régulièrement organisées. Mais le drapeau national met tout le monde d'accord. Même quand vous rentrez dans les lieux du culte, vous voyez le drapeau posé quelque part. Le Ghana à côté est un bel exemple. Donc déjà, c'est interpellateur. Donc, nous ne devons pas le profaner. Nous devons aussi respecter le drapeau comme il se doit. Parce que c'est tout un symbole. Dès qu'on voit le drapeau, quand Aaron Bibi a soulevé, on a vu le Burkina. Ce n'est pas plus que ça. Il ne faut pas soulever une autre couleur pour s'identifier à nous. C'est le drapeau. Donc nos champions le brandissent, nos guerriers sur le front le brandissent. Il va falloir que nous, les civils, nous également, nous en faisons notre, en termes de respect et en termes de discipline vis-à-vis du drapeau. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Et nous parlons ce matin des perspectives économiques pour le Burkina Faso et pour la sous-région. 2023 aura été, au plan économique, une année pleine de rebondissements, avec notamment la crise russo-ukrainienne et aussi l'instabilité politique dans plusieurs régions d'Afrique. Monsieur le juge, le convoqué, le docteur Daouda Zouré, est à vous pour des questions de généralité. Ok. Question de généralité, c'est vrai qu'on a un rapport du FMI, c'est des éléments qui viennent de façon récurrente, c'est de façon périodique, je dirais, de façon plus claire. Mais pour nous, la plupart des pays africains, qui sommes, je dirais pas audités, mais sur lesquels il y a des travaux qui sont faits par des institutions comme celle de Bretton Woods, est-ce qu'il y a le crédit encore quand on sait dans quoi c'est un choix, et ça c'est rappelé tout le temps à souhait avec les plans d'achèvement structurel, ont déstructuré d'ailleurs même nos économies et nous ont mis aussi dans des situations un peu plus difficiles. Est-ce que nous, qui avons été un peu déstructurés par les choix de ces institutions-là, est-ce qu'il y a encore un crédit à avoir à tout ce qu'ils font comme regard et quelquefois projection, quand on sait qu'ils se sont trompés de façon très forte? Ces projections-là sont faites sur la base, en collaboration avec les pays. Toutes les projections sont faites en collaboration avec les pays. Donc, si vous voulez avoir toutes ces projections sont faites sur la base avec les données du pays. En fait, si vous voyez même les passes, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Dans mon livre, j'en parle. Donc, il y avait une surliquidité au niveau international. Donc, de facilité de crédit. Donc tous les pays ont bénéficié de crédit et les prix des matières premières aussi. Il y avait une augmentation du prix des matières premières. Donc au niveau de tous les pays africains, au sud du Sahara, que ce soit même les pays de l'Amérique latine, donc il y avait une facilité de crédit. Donc quand vous investissez, que vous n'investissez pas dans tout ce qui est productif, qu'est-ce que les États ont fait? Si vous voyez les éléphants blancs, vous investissez dans l'improductif. Et la crise arrive, quand il y a eu la crise pétrolière, maintenant et avec l'augmentation des taux d'intérêt, donc le service de la dette a augmenté. Donc vous vous trouvez dans une situation, par exemple, si vous avez investi dans des secteurs secondaires, où vous pouvez avoir des revenus supplémentaires maintenant pour pallier à l'insolvabilité. C'est ce qui s'est passé.
Donc, c'est pas jusqu'à présent. Donc, lorsque, par exemple, il y a certains pays comme le Ghana, par exemple, qui sont surendettés, c'est ça. Lorsque vous n'investissez pas dans le productif, qu'est-ce que les gens ont fait dans tout ce qui est luxe, c'est-à-dire dans les bâtiments administratifs, ainsi de suite. Lorsque vous investissez, par exemple, dans tout ce qui est éducation, secteur, lorsque la crise apparaît, vous n'avez aucun problème. Donc, voici la question des politiques d'ajustement structurel. Donc, c'est de prévenir, c'est de pouvoir prendre des mesures à long terme sur la croissance. Et lorsque les problèmes surviennent, maintenant, au niveau des taux d'intérêt, pour que vous ne trouvez pas en période d'insolvabilité. Et maintenant, vous n'avez pas besoin souvent des institutions pour faire les ajustements. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas besoin d'ajuster, c'est-à-dire son économie à long terme. Lorsque vous avez une vision à long terme de votre économie, vous n'avez pas besoin de faire. Donc c'est ça le problème des affaires. Jusqu'à présent, avec la dernière crise pétrolière en Ukraine, c'est ce qui s'oppose encore. Lorsque les États-Unis ont augmenté leur taux d'intérêt, des problèmes, répercussions sur des pays. Donc la question, c'est, disons, la rentabilité des par exemple, je donnais une formation sur les programmes d'ajustement, sur les programmes d'investissement public dans les différents pays. Si vous voyez, c'est les programmes, les PIP qui ont été à l'origine des déséquilibres budgétaires dans les pays parce qu'on ne tient pas compte de la rentabilité des projets. Lorsqu'on ne tient pas compte de la rentabilité des projets, à long terme, ça vous quitte un déficit budgétaire, donc un endettement. Donc la question de la rentabilité des investissements est très importante. Par exemple, si vous investissez par exemple dans un échangeur, à long terme, vous ne pouvez pas rembourser. Vous allez trouver dans un problème. Vous investissez dans un aéroport et à 5 km, il y a 80% des enfants qui ne vont pas à l'école. Mais si vous investissez dans le social, à terme, vous allez pouvoir rembourser vos investissements. C'est aussi simple que ça. Donc, la question, c'est la problématique de la rentabilité des investissements publics qui font que, en fait, dans nos pays, on a toujours des problèmes. Oui, mais quand je parle des passes qui ont été imposées par les gestions de Bretton Woods à un moment donné, il y a la question des désétatisation, privatisation, dans lesquelles on a vu qu'on a demandé aux États de quitter certains secteurs qui sont quand même des secteurs clés, dans lesquels s'ils étaient restés, on ne serait pas peut-être dans les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et beaucoup conviennent que ces passes-là, en définitive, ont été plus dommageables. Je parle de la question des désétatisation. Quand on parle des questions comme l'énergie et l'eau, il y a beaucoup de pays qui ont été obligés de les laisser à des privés qui sont des grosses boîtes européennes qui sont venues tout prendre. C'est ce qui s'est passé en fait. Bon, il faut comprendre que effectivement, lorsque les passes sont arrivées, donc au niveau international, le paradigme, en fait, c'est que l'État est un problème. Et en fait, c'est la pensée en fait qu'on appelle l'école de Chicago, en fait, qui prédominait pour dire que l'État c'est un problème. Dans la mesure où, bon, il y a eu des choses, toutes ces subventions, donc il arrivait maintenant que l'État n'était plus crédible. Donc cette pensée libérale maintenant qui a influencé en fait les réformes en ce moment, disons, l'école de Chicago. Et c'est un problème. Donc maintenant, pour certains États, moi, ça veut dire, lorsque j'ai mon dossier, c'est de privatiser. Bon, c'est une question de pouvoir de discussion. Vous êtes d'accord avec moi? Si. Pouvoir de... dans plusieurs pays, je ne vais pas citer, vous dites non, dans ce secteur, ça ne se discute pas. C'est une question de pouvoir. Qui sont des secteurs stratégiques. Voilà, pour laisser ces secteurs stratégiques-là. Non, il y a certains qui ont refusé. C'est-à-dire, c'est une question de pouvoir de discussion. Lorsque vous avez un pouvoir de discussion, c'est pas possible. Donc, en fait, ce moment-là, ce qu'on appelle la pensée libérale, en fait, de l'école de Chicago qui dominait. Après, par rapport à la politique keynésienne, etc. Donc, c'est ça qui a influencé les passes en ce moment. Mais, je dis encore, un État, c'est un État. Il y a certains États qui ont refusé. Donc, voici notre programme. Nous discutons sur cette base. Bon, j'ai cité plusieurs programmes où
ou certains États, effectivement, c'était une période où, en fait, la pensée libérale était dominante. Et après, maintenant, lorsque, vous avez vu, après la crise des subprimes, on a appelé l'État à la rescousse. Donc, l'État, maintenant, est devenu incontournable dans l'économie. Donc, à des phases où on a discrédité l'État. Maintenant, depuis la crise des subprimes, maintenant, l'État est devenu secours aux choses. Donc, il y a des phases où on dit que l'État a un problème, et maintenant, il y a des phases maintenant, avec la crise des subprimes, on dit que maintenant, que l'État doit intervenir dans l'économie. Donc, ce sont des moments où la pensée libérale a dominé les passes. Mais c'est aux États aussi de dire ça, mon programme, dans cette logique. Là, et ça fait aussi des problèmes dans les États qui n'étaient pas forts dans les discussions. Vous partez discuter avec des gens du Fonds monétaire, avec des juristes ou des gens qui n'ont aucune compétence sur les questions nationales, sur les questions économiques et de vision. Lorsque vous avez des équipes fortes, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il faut des compétences pour pouvoir discuter à n'importe quel moment avec les partenaires sur des questions sensibles. Voilà. C'est ça notre problème. Donc, notre problème, c'est ça. D'avoir des forces de discussion et avec des compétences. Et le vrai problème, c'est le programme, tout ce qui est programme d'investissement public. Vous voyez, lorsque vous investissez et que vous ne tenez pas compte de la rentabilité des investissements à court terme, à moyen terme, c'est ce qui arrive jusqu'à présent, depuis 2010. Nous sommes dans un budget de consommation. Un budget de consommation au Burkina. Et maintenant, tous les investissements qu'on fait, l'investissement qui stimule la croissance de long terme, c'est le capital humain, l'éducation. Ça, c'est sûr qu'on va revenir là-dessus. Mais c'est que moi je disais. Bon, je suis d'accord avec vous que, en fait, cette période-là a été vraiment. Voilà. C'est ce que je voulais. Non, cette période. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit à la fin. Je le mentionne même dans mon livre, que, en fait, c'était un problème. C'est-à-dire qui a entraîné même la paupérisation. Voilà, dans certains pays. Ce que je voulais entendre, c'était ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait que, moi, quand on prend leur rapport, je parle de ces institutions de Bretton Woods-là, et on voit leurs projections, on sait que derrière, il y a, comme on appelle ça, il y a une école de pensée. Il a parlé de celle de Chicago, il a parlé de celle qui les vient de... Pour les donner les chiffres, il n'y a pas de problème. Dans la mesure où les chiffres sont faits, sont élaborés avec le pays, c'est ça. Mais non, il y a toujours un esprit. Non, c'est ce que je voulais savoir. La politique d'abord, mais tous les chiffres, bon. Non, les chiffres... Les chiffres, par exemple, quand moi je suis dans un pays, mais la politique... Les chiffres, c'est ça, on fait des projections avec les pays, on discute avec les pays, toutes les projections, c'est comme ça. On fait un premier travail avec les pays et en même temps on fait les chiffres définitifs. Souvent même on se base même sur les données du pays, on fait des projections. Bon, ça c'est technique. C'est la question prospective, ça il n'y a pas de prospective. Ça, y a pas de souci. Tous les pays doivent le faire. Si. Bon, un pays actuellement doit, ce qu'on appelle l'analyse prospective, faire des projections sur 50 ans. C'est ce qui se passe maintenant. Je vais juste rappeler aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM que le docteur Daouda Zouré est notre convoqué à la barre du tribunal. La parole au juge Bougma. Merci, Président. Alors, vous parliez d'ailleurs de prospective. Nous, notre document de référence, c'était la prospective Burkina 2025. Ça finit d'ailleurs dans 2 ans. Bon, ça vaut même plus 2 ans parce que 2023 tire à sa fin. Bon, on ne parle même plus le prochain référentiel, c'est pour quand, je ne sais pas. Bon, bref, effectivement, il y a, en ce qui concerne, si je vous écoute bien, c'est beaucoup plus le choix et la responsabilité des pays qui sont engagés plutôt que l'imposition venue d'ailleurs. Mais on a l'impression que quand c'est arrivé aussi, est-ce qu'on avait même le choix de pouvoir dire non à ce passe là? Oui. Et quelles étaient les garanties pour pouvoir dire non? Les garanties, par exemple, on vous dit que votre solde budgétaire est négatif, primaire est négatif par rapport à certaines dépenses. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, même les cours que je donne, souvent je dis aux étudiants, faites des simulations. Le solde budgétaire primaire est négatif. Donc, les salaires, dépenses de fonctionnement et les transferts. Donc, c'est au pays de faire les ajustements. C'est-à-dire, est-ce que vous allez réduire le train de vie de l'État ou bien les transferts aux sociétés? C'est aussi simple que ça. Par exemple, Sankara a fait beaucoup d'ajustements. C'était vraiment très très sévère. Il a diminué les salaires de 50%,
le fonctionnement de l'État, c'est l'auto-ajustement qu'on a fait. Et ça, c'est très mauvais. Vous tuez l'État, c'est-à-dire, lorsque vous diminuez les salaires, la consommation baisse et les dépenses de fonctionnement. Donc, vous en serez... Donc, une répercussion sur les entreprises, l'État étant le premier agent de l'État. Donc, vous rentrez dans la récession. Donc, ça, c'était pas de bon, c'était de l'auto-ajustement. Et cette pratique-là, en fait, c'est la pensée libérale de l'école de Chicago qui demande toutes ces restrictions que nous avons à faire, l'auto-ajustement que nous avons fait. Les pays africains auraient dû faire quoi ? Les pays africains, lorsque, par exemple, c'est de voir au niveau des autorités, du ministère, dire voilà, au niveau pour atteindre l'équipe budgétaire, c'est une question de pure comptabilité. Hein. Pure comptabilité, j'ai mes recettes, et maintenant j'ai des dépenses de personnel, de fonctionnement et les transferts. Et puis maintenant, les services de la dette. Maintenant, de dire maintenant comment je vais faire des ajustements. Quand je fais des ajustements, maintenant, pour atteindre le déficit budgétaire comblé, parce que si tu ne comptes pas le déficit primaire, personne ne va te faire des crédits. Donc, c'est à toi maintenant de voir, maintenant avec, si les syndicats sont d'accord pour une diminution des salaires, ça m'étonnerait, hein. C'est pas possible. Donc maintenant, au niveau du train de vie de l'État, Alassane en 91, il a fait l'auto-ajustement en Côte d'Ivoire, il a réduit le train de vie de l'État sans toucher les salaires. En une année, il a mis la Côte d'Ivoire sur le train, il a fait l'ajustement structurel en Côte d'Ivoire, réduire le train de vie de l'État, et puis maintenant, imposer de nouvelles taxes, et maintenant arriver à l'équilibre budgétaire, sans faire trop de casse. Donc maintenant, c'est-à-dire, tu fais des simulations, voici les transferts aux sociétés d'État. Et maintenant, quels sont les choix pour faire à l'équilibre budgétaire? C'est aussi simple que ça. C'est une question de comptabilité. Mais la question de l'auto-ajustement, vous parlez de Sankara qui a fait une erreur, moi je ne suis pas trop d'accord. Juste que Sankara a été très fort. Quand j'ai dit qu'il a été très fort pour faire passer un réajustement de salaire à la baisse, vous parliez de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, il y a un ministre qui l'a tenté, ne serait-ce que l'annonce. Après, on a vu ce que ça a eu comme conséquence, il a été débarqué. Et ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'on maintient vos salaires, mais après, il y a eu un impact sur le niveau général des prix. Donc, ce que vous avez de façon nominale, en définitive, ça n'est que nominal, mais votre pouvoir d'achat, il a baissé. Ce que je vous dis, hein. Même aujourd'hui, je termine, même aujourd'hui, quand on regarde des choses, les pressions qui sont mises, elles n'ont pas changé. La dernière fois que ces institutions sont passées à Ouaga ici, c'était pour demander à ce que on puisse contenir l'évolution de la partie budgétaire qui est allouée au paiement des salaires. C'est ce qui est revenu à chaque fois. Le ratio, comment on appelle ça, recette, on va dire de façon pour PIB, production intérieure, et la partie qui incombe, qui revient au salaire. À chaque fois, on vous dit ne dépassez pas tel pourcentage, ne dépassez pas tel pourcentage. C'est un ajustement qu'on demande. Non. Ça, ce que je vous dis, en fait, que l'auto-ajustement, c'est marqué dans le document de la banque. Hein. Quand je vous dis que lorsque vous diminuez les salaires, et qu'en même temps, vous diminuez les fonctionnements de l'État, donc, c'est une répercussion sur l'économie, une récession. C'est ça que je vous dis. Maintenant, lorsque vous maintenez les salaires et que vous diminuez le train de l'État, donc le train de vie de l'État, il n'y a aucun problème. Donc c'est ça, il ne faut pas... Parce que les salaires, là, c'est la consommation. C'est l'État, bon, c'est la consommation. Nous, notre salaire, là, c'est plusieurs personnes. Hein. Donc, vous réduisez la consommation. Mais si vous réduisez le train de l'État et certains transferts, il n'y a aucun impact sur l'économie. Lorsque vous faites les deux, c'est ça qui est un problème. Donc, il faut voir maintenant, l'ajustement pour, au niveau, laisser les salaires et le train de vie de l'État. Donc, vous arrivez à un équilibre. Donc, il y a la consommation et il y a la reprise. Bon, c'est ça la technique. Hein. Bon, c'est un cours même que je donne à mes étudiants. Hein. Chacun essaie de faire des simulations sur son pays, ainsi de suite. Hein. Donc, tout dépend, en fait, de la bonne gestion budgétaire. Lorsque vous faites une bonne gestion budgétaire, vous n'arrivez pas à ça, c'est tout. Ça dépend, en fait, des principes. Lorsque vous gérez mal le budget, donc vous avez un déficit budgétaire, ce qui arrive actuellement dans nos pays-là, lorsque il n'y a pas de liquidité. Hein, et lorsque vous dépensez, il faut tenir
compte des perspectives de croissance de l'économie. Et que vous dépensez sans tenir compte des perspectives de développement de l'économie, vous trouvez un problème de trésorerie que nous connaissons tout de suite. C'est aussi simple que ça. Donc, l'État, c'est des anticipations. Vous ne pouvez pas compter sur le secteur informel ou autre pour pouvoir recouvrir des recettes. C'est des perspectives économiques de long terme, de moyen terme. On dépense en fonction. Et aussi, on fait des investissements. Si on fait des investissements qui vont bloquer le pays pendant des années, improductifs, donc c'est ça le problème dans le pays actuellement. D'accord. On parle de cette audience de ce rapport du Fonds monétaire international, un rapport qui annonce une baisse de la croissance de 3,3% pour 2023 et comparativement à 2022 où on était autour de 4%. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est un peu les conséquences de la guerre russo-ukrainienne ou bien les conséquences même de l'instabilité politique sous-régionale? Bon, en fait, c'est des questions nationales. La croissance de 3%, auparavant on était à 6%. 4% et puis 3%. Bon, vous avez en période de guerre, au niveau de l'agriculture, donc il y a une baisse de la production au fait de, disons, toutes ces surfaces qui ne sont plus cultivées, qui sont désertées par les agriculteurs, et aussi l'élevage. Donc il y a une baisse en fait de la production agricole. Donc ça aussi c'est un effet qui contribue maintenant à la baisse de cette croissance. Et l'autre aspect aussi, la baisse des activités économiques dans les zones de conflit concourt à la baisse. L'autre aspect aussi qui est très important, en période de guerre, les dépenses militaires augmentent. Or, les dépenses militaires ont un impact négatif sur la croissance. Donc aussi, cet aspect. Et l'autre aspect aussi, lorsque vous n'investissez pas, pour avoir de la croissance, ça aussi, depuis un certain nombre d'années, on n'investit pas. Et d'autre part aussi, vous voyez la rentabilité des investissements, tout ce que nous faisons, lorsque l'investissement n'a pas un impact sur la croissance, donc vous avez des problèmes. Ce sont autant de faits que jusqu'à présent, nous sommes dans cette situation. Lorsque vous investissez, par exemple, vous recrutez 50 000 VDP, au lieu de recruter 50 000 enseignants et des agents de santé, qui auront un impact sur la croissance. Et ça, vous avez des dépenses structurelles que nous allons gérer après, dans la mesure où les perspectives économiques que nous avons en place ne seront pas bonnes. Donc, mais les perspectives ne tiennent que si la question sécuritaire vous a privé à apporter une réponse. C'est ça aussi. Non. Écoute, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je dis que, en fait, lorsque vous investissez, lorsque l'investissement a un impact négatif sur la croissance, ça veut dire qu'encore, vous doublez en fait le nombre de pauvres. Okay. Et lorsque vous doublez le nombre de pauvres, l'insécurité augmente. Ça veut dire en clair que l'insécurité va augmenter dans la mesure où le nombre de pauvres va augmenter. La baisse de la croissance, c'est ça. Donc, vous allez avoir plus de pauvres et l'insécurité va augmenter. Mais toutes les études qui ont été faites au niveau de la CEDEAO, par certains économistes, sur l'insécurité et la corruption dans les pays de la CEDEAO et le développement économique à court terme, sort qu'il y a une causalité entre l'instabilité politique et la corruption sur le développement économique à moyen terme. Et aussi, une étude aussi qui a été faite sur un ensemble de pays de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et l'Afrique du Sud, qui dit que, y compris le Burkina, que l'investissement dans l'éducation et la santé ont un impact sur la croissance et la stabilité, et que l'investissement dans les dépenses militaires augmente l'instabilité. Cette étude-là existe aussi. Et que, comparativement à tous ces pays, que par exemple la Côte d'Ivoire, qui a mis en place un programme de développement économique et la stabilité, ont permis à ce pays et d'autres pays, je pense Madagascar aussi, avoir un développement plus rapide que les autres pays. Donc l'instabilité politique, et aussi en 90, aussi l'université de Clermont-Ferrand avait fait une étude sur la croissance économique et l'instabilité politique au Niger. Donc aussi, qui a montré dans les années 90 que l'instabilité politique avait un effet sur la croissance
économique au Niger dans les années 90. Donc maintenant, aussi, en période de crise, aussi, la corruption augmente. Et les études empiriques aussi ont été révélées que lorsque la corruption augmente, ça a un impact de 0,75% sur la croissance économique. Ce que le docteur dit, c'est intéressant. On ne nie pas que quand vous investissez dans l'armement, pour des pays en tout cas comme les nôtres, qui n'ont pas des PIB assez forts et tout, ça veut dire qu'il y a un gap que vous créez ailleurs. Surtout qu'il y a des questions de développement qui demandent aussi des efforts structurants et qui demandent aussi des investissements. Mais quand vous êtes dans un pays comme le Burkina aujourd'hui, qui est pris au coup par la question terroriste, je ne sais pas si vous avez d'autres choix que de stabiliser d'abord. Parce que l'économie aussi, elle n'a une santé que dans la stabilité. Donc ça devient aussi quelque chose de prioritaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choix aussi de développement à faire. Il y a des choses aussi à faire à côté. Pour terminer, ce qui est bizarre, c'est que la plupart de nos pays, on leur a tous dit que vos armées, là, c'est pas le plus important puisque vous n'avez même pas de guerre. Donc les dépenses dans ce chapitre-là, et quelquefois l'organisation même de nos armées, c'était centré sur comment sécuriser le chef. Mais quand ils nous disaient ça, vous prenez les Américains, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ont encore des dépenses militaires si énormes et ils continuent toujours de dépenser? La plupart de ces puissances-là, elles ne lésinent pas sur les questions sécuritaires parce que le problème, le problème, c'est ta capacité à effrayer. C'est ce qui fait qu'on ne t'attaque pas. C'est ça aussi une réalité. Nous, c'est vrai qu'on est dans des situations où on n'a pas tout. Mais on est pris à la gorge par une insécurité aujourd'hui. Vous avez parlé des VDP. Bon, 50 000 VDP, vous avez mis en corrélation avec les enseignants. C'est là que je vous avais coupé. C'est là que je vous avais coupé d'ailleurs. C'est là que je vous avais coupé. Quand vous avez dit recruter 50 000 VDP alors qu'il y a des enseignants. Mais même ces enseignants et ces médecins, ils auront donné des cours pour les enseignants et les médecins soignés si la zone elle est sécurisée. C'est la réalité du Burkina aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça donne des choix qui ne sont pas forcément si guidés par l'économie que vous dites là, mais par le réalisme. Je vais vous répondre. Allez. Pour dire que, c'est-à-dire, c'est la stabilité, c'est-à-dire, c'est le développement économique qui amène la stabilité. Le développement économique qui amène la stabilité politique. Donc, vous n'avez pas de principe de développement. Donc, lorsqu'il y a la stabilité, l'insécurité disparaît. C'est aussi simple. Lorsque vous mettez en place une bonne politique de développement économique, c'est un facteur de stabilité économique. C'est ce que nous n'avons pas fait depuis longtemps. On n'a pas fait depuis longtemps. C'est ça qui amène l'instabilité. Vous voyez, par rapport aux autres pays. C'est ça le problème. Une politique de développement, vous partez aujourd'hui dans tout le Burkina. Depuis 10 ans, l'État c'est quoi? Un policier ou bien une école. C'est tout. Il n'y a pas d'administration, aucune politique de développement à long terme. Et ça qui amène l'instabilité. Donc, vous mettez en place un problème de développement. Aujourd'hui, dans le monde, on parle en fait de puissance économique. Hein. C'est l'économie qui domine le monde. Et puis, même, vous voyez, tous les pays qui ont un indice de développement humain plus développé, hein, qui n'ont pas d'armée, le Danemark, la Suède, la Finlande, le Japon et l'Allemagne. Miser sur le développement humain, c'est le pays le plus développé du monde. Donc, c'est la stabilité, c'est-à-dire les politiques économiques qui permettent la stabilité économique. C'est ce que nous avons manqué pendant longtemps. Vous partez dans le Nord, vous avez un gars qui est là pendant 10 ans, 30 ans, il n'a même pas avoir 500 francs pour donner à sa maman. Et quelqu'un vient de donner 50 000 francs pour dire que l'État est son ennemi, maintenant qu'il n'a même pas une carte d'identité. C'est ça. Donc, la présidence de l'État doit mettre en place des politiques endogènes de développement régional et que chaque région puisse se prendre en charge. Et maintenant, par exemple, lorsqu'un enfant ne mange pas, il est victime, il ne peut pas étudier. Aussi simple que ça. Lorsqu'un enfant ne mange pas, il ne peut pas étudier. Lorsque vous le mettez dans une classe comme ça, nous disons que Saint-Exupéry, c'est la référence et qu'on envoie nos enfants là-bas. Mais par exemple, non, pas ça. Hein. Je dis c'est la référence où on envoie nos enfants là-bas. Donc on peut faire mieux que ça. Maintenant, pour faire des classes de 10-20. Par exemple, si les Chinois sont 20 dans les classes, aujourd'hui nous donnons nos enfants 10 dans les classes. Pour pouvoir, et que
les enfants puissent avoir 3 repas par jour. Et aussi un enseignant qui est dans la précarité, il ne peut pas enseigner. Donc c'est des choix que nous devons faire. Alors, la Chine, en 83, qu'est-ce qu'ils ont fait? Deng Xiaoping a dit que pour rattraper 20 ans de retard sur les États-Unis et la Russie, qu'il faut compter sur le génie chinois et que tous les chercheurs soient débarrassés de tous les problèmes et que les enseignants soient les personnes les plus respectées de la Chine. Il y avait plus d'1,5 million Chinois dans les meilleures universités aux États-Unis. Il est venu mettre son programme de développement. Et c'est ce qui nous manque. Et en place, nous devons nous éduquer d'abord les écoles primaires là. C'est-à-dire, vous voyez, 150 dans c'est pas des écoles, hein. 150, c'est pas dans des écoles. Oui, docteur, et puis maintenant aussi, la qualité de l'école aussi, ça dépend des infrastructures. Fait des infrastructures qui sont... Donc la question, en fait, c'est de bonnes écoles et maintenant aussi reformer. Vous avez parlé aussi du civisme. C'est très important. Lorsque les enfants n'ont pas ce civisme-là, ça s'apprend à l'école. Donc, la valeur du drapeau et les valeurs culturelles. Donc, il faut réformer les drapeaux aussi pour que nos enfants soient des citoyens. Et ça aussi, c'est très fondamental. Pas l'école, on dit réformer l'éducation et l'enseignement. Et ça va nous permettre d'atteindre les objectifs que vous avez choisis. Oui, allez-y. Et d'ailleurs, pendant qu'on dit les enseignants sont à Kourougou en train de réfléchir sur les Kourougou là, espérons qu'on aura un bon contenu. Alors maintenant, il y a un pays comme le Ghana, qui à un moment donné, effectivement, tu as cité un exemple, aujourd'hui qui est dans des difficultés financières. On se rappelle qu'il y a quelques années, le Ghana même avait renoncé au financement des institutions de Bretton Woods. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit aujourd'hui dans une difficulté au niveau du Ghana? Bon, ça s'explique. Hein. Bon, je vais vous dire. Bon, quand vous renoncez auprès du FMI de 1%, hein, et que vous partez sur le marché contracté à 8%, et que votre économie ne peut pas générer des ressources pour faire face à ces endettements-là. C'est qu'il faut là au Ghana, aussi simple que ça. Actuellement, ils sont les plus endettés, et entre-temps aussi, les taux d'intérêt avec l'Ukraine, les taux d'intérêt ont augmenté. Comme le Ghana achète en devises en dollars, donc il fallait plus de cycles pour faire honorer. Donc, ça a augmenté le service. Donc, c'est en fait une mauvaise gestion actuellement. Il y a le Ghana, le Tchad et d'autres pays qui sont devant les créanciers sinon, il y a 10 ans, le Ghana, c'était le pays qui avait une bonne gestion de la dette, hein, et qui était très reconnu. Donc, voici ce qui se pose maintenant au Ghana. C'est-à-dire, vous partez. Lorsque vous prenez vous empruntez sur le marché financier, ça veut dire que vous avez le statut de pays émergent et que votre économie peut vous permettre de faire face sur le marché financier. Donc maintenant, tous ces pays-là, c'est des prêts constitutionnels de 1,5% des trucs comme ça. Donc, voici ce qui explique la situation du Ghana. Lorsque vous n'avez pas une économie structurée, basée sur le secteur industriel et industriel, par exemple le Burkina, ainsi de suite. Bon, le Ghana encore, il va mieux que nous. Hein. Mais le Ghana, dans les années 62, par exemple, avait le même niveau de développement que la Thaïlande, autant de Kwame Nkrumah, parce que le Ghana avait investi dans le secteur de l'éducation. C'est tout. Mais le Ghana est retombé par rapport... il y a un Américain qui a fait un livre là sur les secrets de la croissance. Donc il prend pays par pays, Ghana, Thaïlande, Allemagne, France. Ils étaient au même stade de développement. Il explique comment la Thaïlande a dépassé. Parce que la Thaïlande est passée maintenant à l'innovation. Et le Ghana est resté maintenant dans les matières premières. Et voici un pays qui a pratiquement les mêmes réalités que le Burkina, mais qui arrive tout de même à s'en sortir en termes d'indice de croissance. Il s'agit du Burundi. Oui, du Burundi. Hein. Bon, vous prenez le Burundi, qui a eu 10 ans de guerre. Les intellectuels, les universitaires burundais ont fait une évaluation du coût économique de la guerre au Burundi, qui a été évalué à 10 milliards de dollars.
Et à l'issue de cette évaluation, et je pense pour chaque Burundais à $1,500. En même temps, ils ont fait une évaluation de l'impact de la guerre. Si vous prenez le Burundi, c'est un peu les mêmes caractéristiques que le Burkina, pays enclavé, agriculture, élevage. Donc maintenant, ils ont fait l'état des lieux de tout ce qui est destruction au niveau de l'agriculture, élevage et impact. Et maintenant, ils ont fait une conférence avec la diaspora intellectuelle. Donc, faire une conférence maintenant pour proposer, dire maintenant, la paix coûte moins cher. Donc, maintenant, faire une évaluation maintenant de tout ce qui est infrastructure à mettre en place. Surtout, ils ont fait convoquer une conférence. Donc, actuellement, ça va là-bas. Donc, ils ont pu évaluer. Donc, tout ça, eux-mêmes, c'est des universitaires de l'université de Bourg. C'est ce qui nous manque chez nous. C'est-à-dire que les intellectuels prennent la relève. Il n'y a pas. C'est ça le problème. Ce sont des universitaires avec la diaspora intellectuelle qui sont arrivés à faire un travail pour leur pays. Vous estimez qu'au Burkina, les intellectuels n'apportent pas leur contribution pour la situation que l'on vit? Non, il faut écrire. La contribution, là, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Hein. C'est de convoquer je m'appelle des experts indépendants, et puis maintenant réfléchir sur la situation. On peut faire la même chose, et puis proposer. C'est ça le problème. Il ne faut pas rester dans les réseaux sociaux. C'est pas ça la contribution. Hein. La contribution, elle est intellectuelle. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ce qui nous manque par rapport aux Européens. Donc, certains pays même en Afrique, donc ils font des contributions. Et maintenant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre tout ça du politique. Hein. Ah non, le politique, on ne peut pas tout faire. Donc, c'est les intellectuels qui font des propositions. Et maintenant, à travers des conférences, et même qui produisent, et maintenant pour le gouvernement. Et la société civile, maintenant pourquoi mettre en œuvre? Non, c'est le rôle des intellectuels, mais ce n'est pas la littérature. Il faut faire un travail de fond. Et puis maintenant proposer à travers une conférence régionale ou bien sous-régionale, et puis maintenant pouvoir trouver des solutions. D'accord. Et quand on lit le rapport du FMI, il y a 4 grands points sur lesquels la plupart des pays là doivent travailler. C'est la question de l'inflation, parce qu'ils ont dit qu'on avait atteint un pic de 10%. Il y a, je pense, il y a la question du remboursement de la dette dont vous parliez tout à l'heure. Il y a travailler aussi à la promotion de la croissance. Ça aussi, c'est une réalité. Et puis, il doit y avoir un autre 4e point. Moi, je vais m'arrêter par exemple sur la question de l'inflation. Le Burkina, pour ce qui est de la sous-région, était le pays qui avait frôlé les 16 et un peu même 18 il n'y avait pas si longtemps. Et on n'est pas si retombé que ça, hein, parce que le phénomène inflationniste, il est toujours, encore, il a droit de citer, il est à l'ordre du jour. Donc, quand on regarde ça, aujourd'hui, comment le Burkina, je me pose la question, fait pour se sortir de cette inflation-là qui mine l'économie de façon forte? Donc, lorsque l'inflation déjà, ça a un impact déjà sur le revenu des ménages. Et aussi, ça peut entraîner aussi une baisse au niveau des activités. Si vous voulez, l'inflation, j'étais passé sur votre plateau ici, pour l'inflation, l'augmentation des prix domestiques. Parce que ce n'est pas de l'inflation importée. Si c'est de l'inflation importée, on peut comprendre. C'est l'inflation domestique. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une économie informelle, où l'État ne contrôle rien. Donc, il y a disons, ce qu'on appelle l'élite économique, disons, qui spécule et qui domine l'économie. Et c'est cette élite économique improductive-là, en fait, qui agit, qui augmente les prix de façon anarchique. Donc, lorsque vous n'êtes pas dans une économie formelle où vous pouvez lutter contre l'inflation à partir des structures formelles. Donc, le problème, nous sommes dans un système, disons, de libéralisme sauvage, où l'informel domine. Donc, c'est ce système-là qu'il faut combattre. Parce que, actuellement, nous sommes classés parmi les pays les plus chers du monde. Hein. Oui, classés parmi les pays. Donc, c'est l'économie informelle-là qui donne. Et cette économie informelle-là qui tue encore le secteur formel, l'industrie formelle aussi. Donc, elle mène encore une activité, disons, tout ce qui est concurrence déloyale par rapport à nos entreprises formelles. Donc, c'est parce que on n'a pas de politique disons, économique en fait, pour pouvoir faire face à dans la mesure où, vous le savez aussi, que tous ces
derrière, en fait, tous ces gens-là, il y a des responsables politiques ou autres là qui sont les relais. Hein. Voilà. Comment vous pouvez comprendre que le prix du maïs qu'on produit augmente et le riz. Bon, je peux comprendre le riz, l'huile, ainsi de suite, tous les denrées, même le maïs. C'est incompréhensible. C'est la spéculation qu'il faut lutter contre et c'est à l'État de voir, maintenant pour pouvoir garantir le pouvoir d'achat des gens. Mais lutter contre l'économie, disons, pas informelle, hein, spéculative. Voilà, l'économie, pas informelle, spéculative. C'est ça. J'ai dit avec un que j'avais oublié, c'est gérer la pression du taux d'échange. C'est dans les 4 points sur lesquels la plupart des États devaient travailler. Quand on prend un pays comme le Burkina, vous voyez ce qui fait sourire quand on dit de gérer la pression là, du taux d'échange. Nous, on a un système d'échange non flottant. Il est fixe avec l'euro via la monnaie qui n'existe plus. Et dedans, ce qu'il demande, c'est d'essayer plutôt d'arrimer nos politiques monétaires à la politique monétaire de la monnaie à laquelle nous sommes arrimés. Ça veut dire que, clairement, le CFA, est-ce que c'est bon? Là, c'est le débat aujourd'hui. Non, c'est le débat. Il faut dire que ce soit le système flottant ou fixe. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. C'est clair. Donc, même le monde, depuis 1970, était sur le système de parité fixe avec le dollar. C'est-à-dire toutes les monnaies, le yen et le Deutsche Mark et le franc étaient en parité fixe avec le dollar. Lorsqu'il y a eu la crise économique et qu'il y avait une inflation forte aux États-Unis et déséquilibre la balance, mauvaise situation de vin. Donc les gens ont quitté la parité fixe avec et revenu sur les champs flottants. Et lorsqu'on est revenu sur le flanc flottant, la devise américaine a chuté fortement. Et maintenant, qu'est-ce qui a favorisé bénéficier de ça, le yen et le Deutsche Mark, parce qu'ils avaient une balance de paiement courante excédentaire. Donc maintenant, le système flottant a ses avantages et ses inconvénients. Bon, quand on dit arrimé au dollar, parce que la plupart, nous, c'est arrimé à l'euro, les autres pays sont arrimés au dollar. C'est ça. Mais lorsque il y a des variations du dollar, vous avez vu, hein? Donc, lorsque le taux d'intérêt augmente, donc maintenant, ils auront des problèmes. C'est ce qui se passe. Hein? Vous pouvez trouver en situation d'insolvabilité tout de suite. Hein? Lorsque le dollar augmente, donc le service de la dette augmente dans la mesure de $100. Votre service donc vous trouvez en situation d'insolvabilité. Donc c'est ça que les gens pensent maintenant au BRICS. Maintenant pour pouvoir disons faire face en fait à cette domination du dollar. Lorsque les États-Unis décident de leur politique monétaire, ça a un impact pour tous les pays qui sont arrimés au dollar. Donc c'est là l'alternative maintenant, ce sont les BRICS. C'est ça le problème. D'accord. Nous sommes en situation de crise, c'est peu de le dire. Alors, maintenant, sur le plan économique, quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il dit « Moi, je vais m'occuper du front. Le Premier ministre va s'occuper des questions de développement et des questions économiques. » Alors, aujourd'hui, à l'épreuve terrain, sur le plan économique, c'est dur, comme on le dit. Est-ce que c'est possible de faire bouger l'économie en même temps? Est-ce que c'est possible? C'est la première chose qu'il faut bouger d'abord. C'est la première chose qu'il faut bouger. Dans ce contexte de crise. Oui, parce que... En quoi faisant? Parce que la crise, il faut voir quelles sont les causes de la crise. Il ne faut pas prendre les conséquences. Quand on prend les conséquences, on se trompe. Les causes de la crise, c'est le problème de développement, la paupérisation de toute la population et l'ignorance. Donc, il faut agir sur ça d'abord. Mettre un programme de développement endogène dans toutes les régions, faire l'état des lieux. Et lorsque vous n'avez pas déjà un bon programme, excusez-moi, tous les programmes qu'on a fait... Est-ce que ça n'a pas déjà été ici avec le programme d'urgence sur le Sahel qui avait été mis en place? Même ça, il n'y a pas besoin. Le programme d'urgence sur le Sahel, c'est pas... Nous devons faire nous-mêmes le diagnostic. C'est-à-dire nous-mêmes, en tant que Burkinabé, dans l'élite, nous asseoir, dire, voir l'état des lieux. C'est pas au Sahel, hein, c'est tout par région du Burkina et par village. Faire l'état de lieu depuis 30 ans. Vous n'avez pas d'investissement. Vous voulez faire quoi? L'état de lieu dans chaque région et maintenant
qu'est-ce qui se pose? Nous avons un État trop centralisé. Donc maintenant, la déconcentration de l'État et avec un pouvoir d'autonomie de gestion. Aujourd'hui, si les régions avaient l'autonomie de se gérer avec des programmes régionaux, le problème ne se poserait pas du tout. Avec une autonomie de gestion et d'intervention sur le plan politique et économique des régions, on serait arrivé maintenant à mettre en place aussi des politiques, disons, chaque région fait ses développements en fonction de ses potentialités. C'est terminé avec une autonomie. Donc la décentralisation, la déconcentration de l'État permet en fait, disons, une prise en charge des régions, leur destinée, et régler les problèmes de développement et de sécurité. Donc déployer l'État. C'est ça. Et redéfinir aussi. Et redéfinir l'État aussi. C'est pas ce qui a voulu pas la décentralisation. Non. Il faut la déconcentration. La déconcentration de l'État qui est très importante et que ça ne peut pas, la décentration ne peut pas réaliser une bonne déconcentration. C'est ça qui a la priorité. L'État est là dans toutes les régions, sauf le ministère de la Défense et des Affaires étrangères. Et maintenant, mettre en place des politiques à long terme, sur 50 ans, 60. Lorsqu'on met ces politiques-là, ça évite maintenant, lorsque quelqu'un vient, il ne peut pas toucher. Tous ceux qui viennent, ils sont dans le moule. Quand en Europe, vous êtes dans le moule. Ceux qui viennent, vous ne bougez pas. Donc, sur 5 ans, c'est ce qu'on appelle la prospective. Mais dans notre cas, il y a la décentralisation à travers la collectivité et il y a la déconcentration. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui ont été délégués aux collectivités. Pour le moment, les moyens n'ont pas suivi. Mais est-ce que ce n'est pas suffisant pour enclencher s'il y a une bonne volonté? Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est-à-dire c'est la présence de l'État, donc c'est la déconcentration de l'État. Et la déconcentration de l'État permet en fait de responsabiliser les régions et aussi de mettre en place les politiques de développement régional. Lorsque il ne faut pas mettre de politique de développement régional tant que l'État n'est pas déconcentré. Et puis maintenant, avec une vision, dire qu'à terme, voici les objectifs de chaque région. Par exemple, telle région va dire, bon, nous allons, notre spécialité c'est ça. Donc en fonction de ça, nous allons faire la formation professionnelle ou bien dans tel domaine, même dans la culture, les objectifs qu'on va mettre pour développer la culture, ainsi de suite, dans telle région. Et maintenant, mettre en train de la recherche. Tu ne peux pas développer sans la recherche. Dans chaque région. Et aussi, mettre des universités d'élite, comme dans tous les pays, les sélections dans chaque région. Donc maintenant, l'État est pour faire l'arbitre, organiser la. Donc la décentralisation, la déconcentration de l'État, j'appelle ça, c'est-à-dire c'est la première forme de démocratie qui permet aux régions de se prendre en charge, mais aussi d'aller vers une spécialisation de développement dans les régions et chaque région se gère. Donc, nous allons avoir une meilleure gouvernance parce que vous n'allez pas aller voler votre région, hein. C'est pas possible. Donc, c'est ça l'alternative. Donc, faire des programmes, ce qu'on appelle la prospective. Aujourd'hui, on appelle des États stratèges. Les États stratèges, en fait, c'est des États où les mandataires font des programmes futurs et sur plusieurs années, et maintenant la stratégie, les moyens pour les mettre en œuvre. C'est ça. Sur 50 ans, et maintenant. Maintenant, ce qu'on appelle maintenant. On le fait, mais bon, on en tient compte. Mais, en fait, c'est pas le faire. Hein. Non. Ça, c'est des spécialistes. Non, ça, c'est avec des spécialistes. Hein. Ah oui, c'est pas ce qu'on fait. Hein. C'est pas ce qu'on fait. C'est différent. Donc, vous voyez la prospective dans certains pays, c'est 50 ans, 60 ans. Donc, si chacun vient, voilà, on dit ce qui est là, voilà, financer, ainsi de suite. Donc, on n'a pas de problème. Donc, chaque fois, on voit l'impact sur la croissance dans chaque région. Et maintenant, ça me permettra en fois d'avoir des capitaines d'entreprise. Et ce sont les capitaines d'entreprise qui, en fait, qui sont à l'origine du développement. Hein. C'est ça, l'entreprise. On a des capitaines d'entreprise et des entreprises. Maintenant, on pourra arriver à un développement endogène. Nous sommes en fin d'audience. On va vous accorder 30 secondes pour une réaction. Sur le plan économique, il y a l'actionnariat populaire qui a été lancé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je devrais intervenir sur RFI Mandinka, hein, sur l'actionnariat populaire. Hein. En fait, l'actionnariat populaire, c'est en fait, vous avez dans le village avant, hein, les femmes faisaient des cotisations, par exemple, se regroupaient chaque semaine
pouvaient cotiser, par exemple, suivant leur moyen, 1000 francs, 500 francs. À la fin de la semaine, maintenant, ils mettent un caillou, une pierre. Deuxième semaine, ils mettent, et au bout de 4 semaines, donc, ils ouvrent partage maintenant de façon égalitaire. Maintenant, ils vont faire le petit commerce. Souvent même des choses, comment ça s'appelle, les pâtes d'arachide, ou bien ils se mettent en commun pour transformer le beurre de karité. Maintenant, les intérieurs qu'ils ont maintenant, ils mettent ça dans la cagnotte. Voilà comment ça se passe. En fait, non, je dis ça, c'est au niveau communautaire, je dis village. Hein. Donc maintenant, ce que les Américains appellent le Village Saving Credit. C'est ça, les Américains, Village Saving Credit. Donc, ça concerne les villages. Donc, maintenant, transposer au niveau national, c'est compliqué, quoi. Donc, ça concerne, en fait, les communautés de base. Et ça fonctionne là-bas. Donc, c'est un truc qui existe, et même dans nos sociétés avant. Ce sont des femmes qui cotisent, comme ce qu'on appelle, comment ça s'appelle c'est un nom là. Mais pour vous, c'est une bonne initiative, l'actionnariat populaire. Pour moi, c'est pas une bonne initiative dans la mesure où ça s'inscrit plus dans la logique du communautarisme des villages, quoi. C'est ce qui existe. Ce qui existe actuellement, on parle de la bourse, les actions en bourse et dans les sociétés, dans les microfinances. C'est ça, il faut pour que les jeunes aient de l'emploi, c'est-à-dire c'est de les former et maintenant de leur permettre de s'organiser dans les structures formelles. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, nous sommes au thème de cette audience du tribunal. Point final donc. Pour cette deuxième convocation, je rappelle que nous recevions le docteur Daouda Zouré. Il est économiste, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Il était notre convoqué à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Bougma, pour les clés de lecture apportées. Merci, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.